qui sont à 3 stades de développement des startups assez radicalement différents et qui vont venir un peu vous expliquer quelle est leur stratégie de communication de manière un peu plus globale cette fois-ci et qui vont d'abord commencer par se présenter en fait. Donc, je suis Marie et je travaille pour le site du Zéro depuis 4 ans maintenant. Moi, j'ai rejoint l'entreprise parmi les premiers salariés. Il a fallu monter toute la communication parce qu'il n'y avait rien du tout avant que j'arrive dans l'entreprise. Bonsoir, donc Céline, j'ai fondé Litchi.com qui est un service qui permet de collecter de l'argent à plusieurs, grand public, donc cadeaux d'anniversaire, départ, etc. Et plus récemment, MangoPay, qui est une plateforme de paiement marque blanche dédiée au marketplace, qui est issue de la technologie Litchi. Voilà. Et puis bonsoir, donc je m'appelle Amine et je suis le cofondateur d'un tout jeune et nouveau concept de rencontre amoureuse qui permet en fait de s'affranchir de la discussion par un écran interposé et de participer donc à des dîners dans les restaurants entre trois hommes et 3 femmes célibataires. Ok, et donc du coup, chacun, quelle a été votre stratégie de communication? Est-ce que vous avez fait des relations presse, des relations publiques, des événementiels, du web, ou tout parti? Comment, à quel rythme, comment vous y êtes pris pour communiquer? Nous, on a commencé, en fait, au moment où je suis arrivée, on lançait une collection de livres. Donc le site du Zéro, c'est une plateforme communautaire de cours en ligne. Et on a commencé à décliner les cours en livres et il a fallu faire connaître toute la collection. Donc faire connaître la collection auprès des libraires. Donc il y a eu beaucoup de communication via des emailing, via des courriers. Ça a été un gros travail à ce niveau-là. Et aussi mettre en place toutes les relations presse pour faire connaître à la fois le site, mais aussi la collection. Nous, de notre côté, Litchi, ça a été lancé en janvier 2010. À ce moment-là, on était 2 et on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc on a démarré par des choses très peu coûteuses en argent et peu coûteuses en temps. Des relations presse par nous-mêmes, évangéliser notre communauté d'amis, de parents, d'amis d'enfance, d'amis d'école. Puis on a testé avec un peu de sous des campagnes sur Internet, AdWords, du display. Puis on a testé avec un peu plus de sous des campagnes d'affichage dans le métro, de l'événementiel, du street marketing et avec beaucoup plus de sous, une campagne télé sur M6. Voilà. Et puis nous, donc avec Meet Serious, je vous apprends rien si je vous dis qu'on est arrivé sur un secteur qui est l'un des plus concurrentiels sur Internet. En partant de rien aussi, puisque nous avons eu cette idée il y a 1 an et demi, on était 6 autour d'une table, 6 associés, amis avant tout, avec simplement nos pauvres nos petites monnaies dans la poche, et donc il fallait trouver une manière de réussir à se créer une place dans ce secteur. Et le premier enjeu, c'était déjà d'essayer de créer une communauté, puisque un site de rencontre, avant même d'être lancé, il faut qu'il ait déjà une base de membres, parce que quand on lance un site, si jamais le jour où le site sort, il n'y a personne, on ne risque pas d'en attirer non plus. Et donc du coup, voilà, la base de notre stratégie, c'était de savoir comment on va faire pour constituer une première communauté avant même que le site soit sorti, quoi. Justement, Amine, vous avez fait une grosse communication en amont de votre lancement, qui a d'ailleurs duré 1 an. Peux-tu nous en dire un peu plus sur comment vous avez orchestré ça, pourquoi toute cette communication en amont et qu'est-ce que ça vous a permis d'apporter? Oui, donc on a eu l'idée de Meet Serious, comme je vous l'ai dit, il y a maintenant quasiment 2 ans. On a sorti une première version du site seulement au mois de janvier de cette année. Ça fait 8 mois. Nous, notre objectif, c'était avant tout c'était de proposer une manière qui permettrait donc aux célibataires d'utiliser une nouvelle rencontre, d'apporter un vent frais, en fait, si vous voulez, sur le marché de la rencontre, qui est quand même assez de plus en plus critiqué et toujours, en tous les cas, un peu... les célibataires ont un peu le complexe de dire qu'ils utilisent un site de rencontre ou alors de l'utiliser tout simplement. Donc nous, notre credo, c'était de constituer un concept et aussi une image de marque qui va permettre donc à des gens de s'identifier dans nos valeurs, dans
tout simplement dans notre philosophie en fait, au niveau du concept. Donc ce qu'on a commencé par faire, c'était de convier le maximum de célibataires possible à la constitution de notre concept, tout simplement. Parce qu'on avait une idée de base, mais qui n'était pas encore très au point, très peaufinée. Notre idée de base, c'était simplement de faire se rencontrer les gens de manière plus spontanée et plus humaine. Donc cela voulait dire directement dans la vraie vie. Après, il a fallu trouver des manières de le faire. L'idée des restaurants n'est venue qu'après. Donc on a commencé par faire un sondage, si vous voulez, qui a permis donc de recueillir des avis, un sondage qui a été en ligne pendant 2 mois et qui a été monté de manière à ce que les gens ne se disent pas « Oh non, encore un nouveau sondage qui va me prendre du temps, qui va faire que je vais donner mon avis et derrière il ne se passera rien ». Nous, on a essayé de faire une histoire assez sympa avec ce sondage, puisqu'il y avait une trame de fond en fait, qui évoluait à la manière d'un chantier, puisque c'était vraiment un chantier quand on a débuté, on appelait ça le chantier, si vous voulez, le chantier de l'amour, il me semble. Donc avec un travail de wording, c'est-à-dire une petite présentation qui expliquait que voilà, on souhaitait apporter quelque chose de nouveau dans le secteur de la rencontre en ligne et qu'on souhaitait qu'il y ait un maximum de gens qui nous aident dans cet élan et à essayer de faire bouger, en tous les cas, le milieu, quoi. Et du coup, grâce à ce sondage-là, on a eu 1000 réponses à peu près. 1000 réponses qui ont conforté notre idée de nous lancer avec cette nouvelle idée. Et grâce à cela, déjà on avait commencé à recueillir, mine de rien, parce que ce sondage, il est bien pour recueillir des avis, mais il est aussi bien pour constituer une première partie de notre communauté. Et donc on est parti du coup avec, après ce sondage qui a duré donc 2 mois, 1000, en partant de zéro, en partant d'aucune base de données ou quoi que ce soit, on avait 1000 célibataires qui étaient déjà pré-inscrits sur Meet Serious et avec lesquels ensuite on a continué d'échanger. Ok, Céline, comment ça s'est passé pour vous, votre communication au démarrage, faire les relations presse par vous-même, construire toute cette communauté, etc. Alors la première chose qu'on avait fait, j'essaie de me souvenir parce que ça vient loin, c'était sur Facebook. En fait, on avait pris un petit tool qui permettait de remplacer sa photo avec un fond, et j'avais fait un cadeau avec marqué litchi.com et les gens juste mettaient leur tête et ça leur faisait une photo de profil. Et on avait demandé à harceler plutôt d'ailleurs tous nos potes par mail dans tous les sens de mettre ça sur Facebook pour annoncer le lancement. Alors ça n'avait pas duré 8 mois, ça avait duré juste quelques jours pour nous. On avait fait un event Facebook et il y avait plus de 1000 personnes qui l'avaient mis, et effectivement c'était assez génial parce que il y avait zéro moyen, juste de la bonne volonté, un coup de main de copains, de gens qui trouvaient ça chouette, et plein de gens qu'on ne connaissait pas qui avaient changé leur photo avec. Donc c'est encore drôle parce que je le retrouve encore sur Facebook. Donc ça avait permis de juste donner l'impulsion. Et puis après, on a fait beaucoup de relations presse. Alors malheureusement, tu le sais mieux que moi, mais c'est absolument pas quelque chose qui, du jour au lendemain, j'ai 10 articles dans la presse, je passe au journal de 20h et compagnie. C'est un boulot sur du long terme, c'est beaucoup d'investissement en temps. Donc on avait essayé de trouver des idées un peu malignes pour intéresser les journalistes, pour être straight to the point, tout le monde l'a dit partout, d'avoir un objet de mail bien trouvé, d'à chaque fois rappeler personnellement chaque journaliste, adapter notre mail à sa rubrique, à son actualité, au canard. Et puis la première parution presse qu'on a eue, c'était dans Radio Paris, c'était 2 lignes, on était hystériques. et puis petit à petit, voilà, on a continué, ça a pris des mois, on a fini par avoir une belle couverture presse. Et en fait après, ça devient beaucoup plus naturel. Maintenant, chaque fois qu'on envoie un communiqué, c'est repris. Voilà, on capitalise sur le travail qui avait été fait au démarrage. Et toi Marie, du coup, lorsque tu es arrivée, la boîte existait déjà, mais alors aucune communication de ce que tu me disais, puis les 2 cofondateurs avaient un peu du mal à comprendre ce que ça voulait dire. Du coup, ça se passe comment lorsque c'est déjà lancé ? Ouais, en fait, la communauté était déjà existante. Il y avait déjà, à l'époque, il devait y avoir déjà 1 million de visiteurs uniques par mois sur le site, donc c'était déjà une grosse communauté. Il y avait du bouche à oreille qui s'était fait. Enfin, la communication au départ, c'était vraiment faite toute seule. C'était une simple histoire de bouche à oreille. Donc des fois, le bouche à oreille, c'est en parler autour de soi. Qui en parlait à ses amis, en parlait à ses proches, qui eux-mêmes vont en parler, et ainsi de suite. Ça permet aussi de monter sa com pour pas cher. Et nous,
Premier problème qu'on a eu, c'est que les fondateurs n'ont pas trop d'affinité au départ avec la communication. La communication, ça ne leur parlait pas. Pour eux, il y avait eu de la communication de fait avec le bouche à oreille. Il fallait leur expliquer que derrière, il fallait quand même monter une stratégie, il fallait bien identifier ses cibles, il fallait adapter son discours selon ses cibles. Donc la première chose à faire avant de monter la stratégie, ça a été de leur apprendre tout ça. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ok. Et Amine, par exemple, tu me disais, pour Relation Presse, vous avez choisi de faire appel à une freelance, je crois une freelance ou une petite agence, et non pas de les faire par vous-même, comme ce qu'a fait Litchi. Pourquoi ne pas l'avoir fait vous-même, par exemple? Alors déjà, juste pour préciser, la mise en place de notre campagne de Relation Presse, elle est venue bien après l'histoire du sondage que je vous racontais tout à l'heure, puisque le fait de constituer le sondage, c'était vraiment le démarrage de notre stratégie de communication, puisque à partir du moment où on a donc créé cette petite communauté, il a fallu derrière mettre en place des éléments qui permettent ensuite d'instaurer, comme tu le disais Marie il y a quelques instants, un bouche à oreille, puisque c'était vraiment la manière la moins chère, la moins onéreuse pour une start-up comme la nôtre qui n'a pas forcément de moyens de se faire connaître petit à petit, parce que le bouche à oreille c'est quand même un vecteur génial au niveau de la confiance qu'il peut y avoir. Si c'est un ami qui vous parle d'un site, ensuite un ami d'un ami, tout de suite il y a beaucoup plus de crédibilité que si on tombe sur un article comme ça dans un blog lambda, même si c'est très bien parce que ça permet aussi beaucoup de choses au niveau communication et référencement, etc. Mais nous, si on a choisi, pour répondre à ta question Priscilla, de faire appel, tu m'as demandé pourquoi on a choisi... Pourquoi avoir externalisé et pas l'avoir fait vous-même? Tout simplement parce que c'est un travail qui demande... Nous, on avait déjà beaucoup de boulot à gérer nous-mêmes dans notre cœur de métier, c'est-à-dire créer le site qui n'était pas encore terminé. Jusqu'à présent, on va dévoiler vraiment la version complète du site que dans quelques semaines maintenant. Nous en fait, si vous voulez, on avait besoin de continuer à travailler sur Medserious pour le créer, le faire connaître aussi de la manière dont on pouvait le faire avec notre savoir et nos possibilités, tout simplement, alors que c'est un vrai métier la relation publique, donc il a fallu malheureusement, enfin pas malheureusement, mais en tout cas on n'avait pas d'autre choix que d'externaliser ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, prendre un stagiaire d'ailleurs. Oui, mais après, ce qui est très difficile à avoir dans les relations publiques, c'est le carnet d'adresse. Donc malheureusement, au bout d'un moment, c'est quelque chose, si tu l'as pas, il faut aller le chercher, quoi. Comme tu disais tout à l'heure dans la conférence précédente, tu avais participé au travail de prospection. C'est avec toi que j'ai fait le tour des agences. Tout à fait. On voit de caméra cachée. La surprise est levée maintenant. Et donc j'ai pu avoir différents contacts, établir différents devis, parce qu'avec notre budget à ce niveau-là qui était quand même assez serré, il fallait qu'on puisse trouver la meilleure proposition, tout simplement. Et puis il y a aussi un coup du destin qui a fait qu'on est tombé sur l'ex-attaché de presse du plus gros site de rencontre actuellement en France, qui s'appelle Mythique pour ne pas le citer, et qui a été très ouverte sur la proposition, sur le brief qu'on lui avait fait au niveau de notre besoin et du budget qu'on était prêt à allouer. Et du coup, elle nous a accompagnés plusieurs mois sur le lancement de Medserious en janvier. Et c'est aussi ce qui fait que, au niveau de la notoriété de cette personne, et puis du fait qu'on n'a pas tout simplement les compétences au niveau relations publiques pour le faire, c'est ce qui a porté notre choix sur externaliser cet aspect-là de la communication. On parle pas mal de relations presse. Qu'est-ce que vous avez été amené à faire en dehors des médias, parce qu'on parle toujours des médias, pour vous faire connaître? Je crois que Céline, tu as monté une OP, je crois, il y a un an dans la rue avec plein de ballons partout. J'ai vu les photos sur Facebook, c'est magnifique. Peut-être nous parler de ça, et puis d'autres OP que vous avez pu faire hors médias. En fait, on voulait préparer notre première grosse prise de parole hors web, parce que justement on a un service web
Donc on voulait vraiment sortir du web et on voulait mettre en avant nos clients et nos vrais clients. Et donc c'était un gros challenge et on avait briefé des agences, ils en parlaient tout à l'heure, pour leur proposer l'idée. Et le pitch était uniquement à Paris parce qu'on savait que notre budget nous permettait de le faire. On préférait plus longtemps et plus fort à Paris que disséminer un peu à droite à gauche. Quelque chose qui mette en scène nos utilisateurs et qui nous ressemble en termes d'image. Alors c'est difficile de décrire ce que c'est, quel est l'ADN de Litchi, c'est quoi. Pour nous, c'était pas évident, donc on a essayé d'expliquer ça. Alors j'ai eu droit du CTLM, Bonhomme CTLM Rose, à des BD, vraiment de plein de trucs. Et j'étais un peu emmerdée parce que ça me plaisait pas trop. Et je me retrouvais pas très bien, et je retrouvais pas très bien la boîte dans cette campagne. Et puis on a eu la chance que Aurore SCG nous propose de faire la campagne. Et bon, en plus à des tarifs intéressants parce qu'ils étaient partants pour bosser avec une start-up pour avoir un peu un concept novateur. Et ce qu'on a proposé, ce qu'ils ont proposé, c'est de, dans des lieux où il y avait des créateurs de cagnottes, les faire venir et leur faire une énorme surprise. Donc, par exemple, on avait fait juste à côté d'ici, à Saint-Germain, à Odéon, tous les quais de métro, tous les panneaux d'affichage du quai de métro, donc ça s'appelle un maxi-quai, je crois qu'il y en a 12 là-bas. Et sur ces maxi-quais, on avait fait comme une grande carte d'anniversaire. C'était le pot de départ d'une jeune fille de sa boîte. Il avait organisé une cagnotte pour son pot de départ, donc il lui avait écrit ça avait été printé un grand au revoir avec le nom de tous les gens qui avaient participé à la cagnotte et avec une seule claim, c'est qui s'occupe de la cagnotte, en interrogation, c'est litchi.com. Donc ça c'était sur le quai de métro, ça durait 15 jours et après dehors dans la rue on avait mis comme si c'était une fête de pot de départ, plein de ballons, plein de panneaux d'affichage agrafés, on distribuait plein de flyers qui expliquaient un peu plus en détail ce que c'était Litchi et puis la fameuse Virginie, on l'a faite venir avec tous ses anciens collègues qu'elle n'avait pas vus depuis un mois et en fait elle est arrivée en scooter, elle a vu tous les ballons, elle ne comprenait pas très bien, puis elle a commencé à voir son nom, puis à voir ses collègues, et donc on a filmé tout ça, on a pris des photos, ils se mettaient à pleurer, c'était génial pour les images pour nous forcément, mais ils étaient super contents. Après ils l'ont amené sur le métro, le quai du métro, alors elle en revient juste pas de voir en 4x3 marqué Bye Bye Virginie avec tous les noms de ses potes, etc. Voilà. Et en fait, ça peut paraître un des budgets énormes de faire un maxi-quai comme ça, mais finalement, c'est pas très cher parce qu'on les a pris pendant 15 jours et on a décidé de faire 7 endroits comme ça, plutôt que d'avoir un panneau dans le métro à droite à gauche. Et on a fait plein d'événements, on a fait un pot de départ encore à la Défense, on a fait un anniversaire au Champ de Mars, on a fait une naissance dans le 17e, au jardin au Parc Monceau, plein d'événements comme ça, et à chaque fois on faisait venir les personnes, et tout ça sur un mois et une semaine, on a fait devenir fou parce que l'événementiel c'est hyper compliqué, on n'était pas staffé pour. Évidemment, je vous passe la pluie, les flics, la nana finalement qui peut pas venir, qui s'est pété le pied, et alors on est là comme des cons, bon, qu'est-ce qu'on fait, bref. Mais voilà, c'était un super truc, et en fait on avait fait un blog derrière qui s'appelait, donc en fait l'idée c'était, il y a toujours une histoire derrière une cagnotte Litchi, donc on racontait les histoires de chacune de ces personnes. Voilà, on avait fait aussi un mariage qui était à Havre-Commartin, où il y a toutes les galeries faites, etc. Voilà. C'était l'histoire de faire quelque chose de nouveau, de changer, de surprendre. Et justement, en termes d'opération, du coup, l'opération se déroulait dans la rue, vous aviez demandé des autorisations préfecture ou vous êtes allé à l'arrache, on verra si on a une amende? Rien, zéro. Et la première qu'on a fait, donc, qui était celle de Virginie, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, il pleuvait. Donc c'est génial quand tu mets des ballons et des panneaux et des machins. C'était horrible. Et je voyais les mecs qui m'ont regardé du truc du street marketing, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, putain, elle va arriver. Et il y a eu une petite éclaircie, on a tout mis, et peut-être 5 minutes avant qu'elle arrive, là les flics qui nous disent qu'est-ce que vous faites? Je dis oh putain, mais vraiment on n'a pas de bol. Et là on leur a dit écoutez, c'est pour un anniversaire. Et puis ils ont trouvé ça joli, ils savaient qu'on était une entreprise, ils ont dit bon ok, mais dans 2 heures il faut que vous enleviez des trucs, etc. Et puis ils avaient été cool, vous avez laissé faire. Mais on n'a rien demandé, ça coûtait trop cher. Il y a beaucoup de chances qu'ils disent non. Voilà, on avait joué sur le capital sympathie, on avait croisé les doigts. Par contre, on avait fait un autre truc, on avait fait un énorme gâteau de ballons. On avait fait ça sur le Champ de Mars, enfin, juste derrière la Tour Eiffel. Je crois qu'il y avait 12 000 ballons qui faisaient le gâteau, c'était un truc gigantesque
8 mètres de large, fait par un artiste hyper beau. Là, on avait demandé les autorisations et c'est hyper compliqué parce qu'il faut pas... il faut être suffisamment loin de la Tour Eiffel, il faut faire attention au public, aux enfants, etc. Enfin pareil, j'ai cru qu'on ne le ferait jamais et que le truc allait s'exploser. Bon, heureusement, on a réussi. D'accord. Et du coup, dans les autres quartiers, ensuite, vous n'avez toujours pas demandé d'autorisation, même si l'opération se répétait de manière assez fréquente pendant 4-5 semaines. Les flics vous ont pas retrouvé dire vous abusez un peu, pas de soucis. Non, c'est grand pareil. Et puis chaque événement de street marketing, il durait 2 heures max. Après, il restait les ballons. Alors, on avait fait vachement gaffe au matériel, que ce soit bien biodégradable, parce que si jamais les ballons ils vont dans l'air, etc. Mais non, t'en finis plus sinon. Enfin... Non, juste un certain nombre de startups, jusqu'où peut-on aller et se permettre de faire des choses dans la rue, quoi. Tant qu'on ne dit pas stop, il faut continuer. Ok. Et juste sur l'aspect budget, pour toi et pour Amine d'ailleurs, est-ce que le budget est confidentiel ou pas sur ce type d'opération dans la rue et en relation presse? Nous, ça nous a coûté 300 000 €, tout compris médias, agences, et il y avait 250 de médias. Et il y avait aussi, j'ai complètement oublié, mais je suis vraiment naze, une campagne radio avec. Et en fait, on avait fait des chansons d'anniversaire, alors pas chantées par les participants de la cagnotte, c'était trop compliqué, mais qui racontaient des histoires de chacune des cagnottes aussi. Et la campagne radio prenait une grosse part sur le budget média. Et puis moi pour rebondir sur ce que disait Céline, c'est ça, voilà, de Litchi, nous on avait aussi, parce que finalement il nous a fallu et on continue de devoir trouver des moyens moins onéreux que engager des relations presse pour se faire connaître. Donc du coup on surfe comme l'a dit Céline sur deux credos, quoi. On actionne le levier de la communication online et aussi pour essayer de refléter nos valeurs qui sont vraiment ancrées dans le réel et dans la spontanéité et dans le côté aussi intriguant, quoi. Il fallait qu'on trouve une opération aussi street market pour marquer le lancement de notre sortie. Donc on a mené une opération également dans le métro, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il s'agissait en fait de créer une station fictive sur la ligne 7 du métro parisien, puisque un jour, comme ça, en observant cette ligne que je prends tous les jours, je me suis rendu compte qu'il y avait un espace assez large, plus large en tous les cas qu'entre les autres stations, vous savez, les plans qui sont au-dessus des portes, entre la station Châtelet et Pont-Marie. Et la couleur rose de la ligne en plus se prêtant à cette petite idée qui m'est venue avec un de mes associés et amis, on s'est dit que pourquoi pas créer, détourner la ligne au niveau de cette zone-là du plan et en fait en la contournant dessiner un cœur et ajouter comme nom de nouvelle station Meet Serious. Et sans préciser quoi que ce soit d'autre, sauf qu'en dessous, on a ajouté un hashtag qui s'intitulait Au cœur du métro. Un hashtag, pourquoi? Parce qu'on a voulu en fait que cette opération street market qui se passe donc dans le monde réel soit aussi connectée avec Internet et qui servira de plateforme pour justement accueillir les gens qui ont tapé ce hashtag et qui veulent savoir ce que c'est, quoi. Donc du coup on a mené cette petite opération où en fait le jour de la Saint-Valentin, donc on a fêté cette journée-là en faisant un petit jeu concours où on a convié en fait les célibataires à prendre en photo ce cœur, le partager sur les réseaux sociaux, parce que toujours la notion de bouche à oreille, parce que c'est un facteur qui est assez important à mettre en place, parce que ça peut ne rien coûter. Et d'ailleurs nous cette opération-là elle nous a coûté 0 € à part le fait d'imprimer des stickers qui représentent donc la fausse station. Et avec cette petite opération-là, on a eu une centaine ou 150 photos qui ont été repartagées sur Facebook, Twitter et Instagram avec ce fameux hashtag Au cœur du métro. On a organisé un dîner donc avec 6 des personnes qu'on a recontactées derrière, qui répondaient aux critères juste d'être célibataire et
et donc de bien vouloir faire partie d'un dîner qui nous a aussi permis d'aller les rencontrer, quoi. Et puis il y a d'autres, je pense qu'il y a beaucoup de manières de se faire connaître sans que ça ne coûte pas forcément grand-chose. Nous, on travaille beaucoup sur le référencement, donc start-up numérique, qui forcément essayer de se positionner sur Google ou autre d'ailleurs, puisque c'est très important aujourd'hui, c'est notre premier vecteur de trafic, hein, le référencement. Donc du coup, on travaille beaucoup sur les mots-clés. Et l'une des manières les plus faciles de le faire, c'est hors, bien sûr, publication par des blogueurs qu'on peut contacter aussi soi-même, sans avoir affaire à qui que ce soit comme attaché de presse. Il y a tout simplement ce que nous on met en place tous les jours, on continue de le faire parce que c'est du travail de longue traîne, quoi. Donc ça demande un entretien assez régulier. C'est qu'on on fait des commentaires, on participe à des forums, à des discussions sur des blogs en bas. Quand il y a un article qui est intéressant, qui parle du secteur ou d'ailleurs pas forcément, on essaye d'engager des conversations en mettant donc les mots-clés qui correspondent au secteur d'activité sur lequel on est, avec le lien du site derrière ou d'un article, parce que c'est très important aussi de varier la cible sur laquelle on communique. Nous, on a fait un blog immédiatement après le sondage, justement pour commencer à communiquer vraiment sur le concept. Bien évidemment des comptes sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est très important aussi pour se créer la communauté. La communauté, c'est d'abord créée sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Marie, pour toi, d'autres opérations en com en dehors des médias? Nous, on a participé à pas mal d'événements. Un qu'on a fait 2 fois, qui était le Salon du Livre. On a participé aussi à des événements un peu plus IT, comme les Tech Days. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire venir les gens sur son stand. Quand on est noyé, pour le coup, au Salon du Livre, on est vraiment noyé dans la masse. Et, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a une mascotte qui est assez sympa. C'est un petit âne. On avait fait faire une peluche qui était à peu près haute comme ça. Et on l'avait posée sur le stand. On avait aussi des petites peluches qui tenaient dans la main. Et on a commencé à en distribuer aux gens qui nous connaissaient, qui étaient venus, qui avaient fait la démarche de venir sur le stand. Les gens la gardaient à la main. Et c'est impressionnant le monde que ça nous a ramené. On était venus avec un énorme carton de peluche. Le soir même, le carton de peluche était écoulé et on appelait au bureau en disant mais est-ce qu'il y en a encore au bureau, il faut en ramener demain, il nous en faut encore demain. Ça nous a permis aussi pour des prises de contact un petit peu plus B2B, d'être identifié, parce que la peluche, quand on rencontre des gens qui ont des enfants, c'est marrant, je vais le donner à mon fils, je vais le donner à ma fille, ça crée une mémorisation aussi, parce que les gens identifient vraiment la mascotte. Et pour le coup, la peluche, c'est un coût de fabrication, c'est sûr, mais c'est vrai que le retour sur investissement est assez intéressant. Il y a une bonne mémorisation, on est passé, il y a même des salons où on a fini par dire désolé, on a écoulé toutes les peluches, quoi. Alors que les gens revenaient en nous disant mais vous en avez pas encore, il n'y en a pas encore une. Et là pour le coup ça avait très bien marché. On a décliné un peu notre mascotte comme ça, il y a des petits badges dans les sacs, vous avez dû voir. Donc c'est un bon, le coût des goodies, c'est un bon truc aussi. Dans votre quotidien, en dehors de ces opérations un peu ponctuelles, un peu plus coup de poing, vous faites surtout quoi? Du digital, de relations presse, d'événementiel? Vous faites pas forcément grand-chose? Ou quel temps vous pouvez accorder à la communication et comment vous avez structuré ça? Est-ce que c'est internalisé, externalisé? Qu'est-ce que ça rend? Nous, on travaille avec une agence de relations presse depuis qu'on a fait une levée de fonds. C'était il y a 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises. Et pour tout ce qui est communication pure et dure, community management, en fait, on gère tout en interne. Donc on est 2 personnes, j'ai une community manager qui m'aide au quotidien et qui, elle, assure vraiment le suivi à la fois sur les réseaux sociaux, via les prises de contact qu'on peut avoir aussi par email.
parce que on a une communauté de 600 000 membres, donc il faut quand même l'écouter, il faut échanger avec elle, faut répondre aux interrogations. Il y a un gros travail à ce niveau-là, et c'est ce qui crée aussi le bouche à oreille derrière, parce que plus notre communauté est satisfaite, plus elle va parler de nous à son entourage. Alors nous on fait plusieurs choses, quasiment tout en interne. Ils sont 3 dans l'équipe Marketcom, directeur marketing, une responsable acquisition et une responsable communication partenariat. Donc on fait des RP, communiqués de presse. Alors en France on les fait en interne, en Allemagne et en Espagne on les externalise. On fait de l'achat de mots-clés dans tous les pays d'Europe, on fait ça en interne. Donc on fait sur Google et sur Bing. On fait du community management sur tous les pays sur lesquels on le fait en interne. C'est chaque community manager qui gère son compte Facebook et le compte Twitter. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait des OP de partenariat. Par exemple, on a fait un partenariat avec Urban Foot, que c'est du foot en salle, et on communique sur vous êtes 10 à aller jouer au foot, créer une cagnotte, chacun paye 10 € et ça paye le prix de la salle plutôt qu'il y en ait un qui avance, etc. Donc on essaye de trouver des choses qui soient très ciblées dans notre métier. Après on fait des campagnes télé qui sont aussi gérées en interne. Là on vient de reprendre sur les chaînes du groupe M6. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et après on peut faire des trucs coup de poing opérationnels s'il y a vraiment une bonne opportunité. Par exemple, donc Tétu Magazine avait sorti un supplément sur le mariage, et on a fait une page A4 dedans qui disait litchi.com, la cagnotte qui vous ressemble, avec on a toujours des petits bonhommes, c'est un peu notre emblème à nous, et puis c'était 2 garçons qui se donnaient la main, voilà, avec une URL www.litchi.com/mariage pour tous. Donc on essaye de faire des choses qui sont très en affinité avec notre métier, et puis de monter des partenariats comme ça originaux, et après du média traditionnel. Et en fait 80 à 90% de notre acquisition client, elle est virale, donc à peu près comme vous, c'est-à-dire qu'une personne qui crée une cagnotte, il invite 15 personnes à participer, il découvre Litchi, recrée des cagnottes, etc., etc. Donc nous on est juste là pour planter la graine dans des communautés, et ensuite c'est eux qui font le travail. Moi j'ai connu Litchi comme ça. Et puis nous, on essaye en tous les cas également d'entretenir différentes manières de communiquer au quotidien, toujours des choses très faciles à mettre en œuvre et très abordables. Comme je disais tout à l'heure déjà, toujours essayer de communiquer, engager la conversation sur différents forums, sur différents blogs, etc. On fait beaucoup de réseaux sociaux aussi, parce que maintenant qu'on a commencé à constituer une communauté, ce qui est important c'est de la faire participer, parce qu'une communauté qui est passive, malheureusement, soit elle s'estompe, soit elle ne vous apporte rien de plus, parce que le but c'est que cette communauté s'agrandisse. Donc du coup on essaye à peu près comme ça tous les 2-3 mois de lancer une petite opération sur Facebook ou Twitter. D'ailleurs la dernière sur Facebook par exemple, encore une idée qui nous est venue comme ça. En fait, ce qui est génial pour trouver des idées, c'est un dimanche après-midi, si vous n'avez rien à faire, vous vous mettez autour d'une table avec vos associés si vous en avez, ou bien vous discutez avec des amis de choses comme ça qui peuvent être stupides, mais en tout cas nous on est fans de séries américaines par exemple. Il s'avère que notre concept est aussi dans le credo de la gastronomie, de la restauration. Donc on a eu l'idée de détourner des affiches de séries télé et des noms plutôt de séries télé en faisant des jeux de mots avec des aliments. Donc par exemple, une série comme Spartacus, on l'a appelé Spartacos, et on a fait une image avec un tacos qui tient un bouclier et qui est en spartiate, par exemple. Et on en a fait une vingtaine comme ça, et en fait, si vous voulez, on ne révèle pas le nom, on demande à notre communauté d'imaginer le titre que peut avoir cette série dérivée de la série réelle, quoi. Donc des petites choses comme ça, sur aussi beaucoup de terrain, parce qu'on a décidé d'être vraiment proche de nos membres, d'aller au contact le plus souvent possible.
parce que on a quelque chose qui nous tient à cœur dans notre concept, c'est de montrer que c'est un concept humain. D'ailleurs, une autre chose qui est ajoutée au concept et que je n'ai pas encore dit, c'est que à chaque dîner qu'on organise donc dans le restaurant, on reverse 10% de l'addition qui est générée à des projets solidaires qui sont renouvelés tous les mois, et on demande à notre communauté d'ailleurs de choisir parmi celles qu'on propose chaque mois. Et c'est la communauté de Meet qui choisit, voilà, tiens, cette association ou ce projet-là est très très parlant, et ce serait pas mal que la cagnotte du mois aille à celle-ci. Donc quand je disais terrain, je voulais dire par là tout simplement par exemple flyer ou participer à des apéros entrepreneurs, ce qui peut être génial aussi pour se créer des connexions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon au niveau terrain? Oui, voilà, c'est un peu tout ça. Après, nous, on n'hésite surtout pas à en parler au maximum de gens qu'on peut rencontrer, même dans notre vie privée, parce qu'on est toujours, finalement, depuis qu'on est sur Meet Serious, la frontière entre la vie publique et la vie privée, elle est plus trop visible. Donc, non, voilà, c'est vraiment un travail qui demande, c'est un travail de longue haleine. Et comme lui disait Céline, ponctuellement on essaye de faire des opérations coup de poing qui donnent un gros boost et qui permettent, voilà, de passer, franchir un cap au niveau de l'image de marque et de la notoriété, quoi. Moi, ça me fait penser à quelque chose. En fait, des fois, il y a plein de trucs qu'on essaye et qui ne marchent pas. Et parfois, il y a des choses qui marchent sans qui sont bénies des dieux, quoi. Et récemment, on en a eu plusieurs exemples, mais dont une, c'est 2 fans de Florent Top Chef, donc qui était le deuxième sur l'estrade des gagnants de Top Chef, très attristés qu'il n'ait pas gagné, ont décidé de faire une cagnotte sur Litchi pour collecter de l'argent pour qu'il puisse ouvrir son resto. Ils ont ouvert la cagnotte, et dans la soirée, il y avait 80 000 personnes qui étaient allées se connecter sur le site pour regarder. C'est juste complètement délirant. Ils ont collecté 20 000 euros, à peu près 18 000 personnes qui ont participé. Ces gens ont donné 1 ou 2 euros. Et ça a été un effet de communication, mais juste délire total, quoi. On n'a rien fait, on a vu le truc. En fait, on a vu un premier tweet où la cagnotte elle devait être à 250 euros, et le truc s'est emballé tout seul. On a juste regardé que les serveurs tiennent la route. Et puis après, on a juste eu à récolter les fruits, si je peux faire un mauvais jeu de mots, de cette opération qui s'est faite toute seule. Et alors il y a plein de gens qui ont cru que c'était nous qui l'avions lancé, mais alors absolument pas. Parce que évidemment qu'on avait déjà eu plein de fois l'idée de se dire, tiens, mais si on prenait des stars ou des gens qui font des cagnottes et tout, ça marchait jamais, on n'arrivait jamais à les convaincre. Et là, ils l'ont fait tout seuls, ils ont démarré avec leur communauté. C'était ça qui fait qu'à chaque fois une cagnotte Litchi elle marche, c'est quand la personne, quand c'est des choses publiques comme ça, elle va aller chercher sa communauté et tout. Donc ça a été vraiment du pain béni. Et c'était marrant que ça nous tombe dessus. Donc par contre, il y a des belles surprises aussi. Il y a aussi une chose que j'ai oublié de préciser et qui peut être assez sympa aussi pour se faire connaître, c'est ne pas hésiter surtout à travailler avec d'autres startups qui montent aussi des projets qui dans beaucoup de cas, il y a toujours un point commun. Donc nous, par exemple, on a fait pas mal de partenariats avec des boîtes, vous savez, les fameuses, c'est très en vogue en ce moment, mais les box au niveau de, par exemple, Foodies Box, etc. Et puis en fait on fait des échanges tout simplement d'articles, puisqu'on a tous un blog maintenant, à peu près tous, puisque c'est devenu primordial pour communiquer. Donc du coup on fait des petites opérations en échange, où eux par exemple ils offrent une boîte à notre communauté, et puis nous on offre des dîners à certains de leurs clients qui peuvent aussi être célibataires, puisque c'est des choses c'est une chose qu'il y a partout tout simplement. Donc voilà, c'est se rapprocher aussi des autres startups qui peuvent être assez bénéfiques, et participer aussi à des journées comme celle-ci, ou celle qui aura la semaine prochaine, les journées du patrimoine des startups. C'est ouvrir ses portes et c'est pousser des opportunités qui peuvent être très, très bénignes comme ça, mais en fait, mine de rien, petit à petit, chaque fois, tous les jours, il y a 10 nouvelles personnes, 20 nouvelles personnes qui vous connaissent, et puis voilà, il suffit faut juste persévérer et essayer de toujours trouver un moyen de communiquer, quoi. Et ça,
C'est un travail de longue haleine, mais voilà, je pense qu'il y a aussi une chose qui nous caractérise bien aussi chez Mitserious, c'est qu'étant donné qu'on est une bande d'amis on a nos affinités, nos caractères. Il y a une chose aussi qu'on aime beaucoup faire, c'est tout simplement, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait des espèces de brainstorming où en gros on part d'une idée qui peut paraître conne, pardonnez-moi l'expression, mais au final, quand on s'en rend pas compte, mais si un tel rebondit sur ce que lui vient de dire et puis l'autre ajoute son idée et puis l'autre lui rajoute derrière, tiens, en fait finalement, ce que tu as pensé que ça pourrait être comme ça et tout ça, ben, au final, après une heure de discussion, ça peut être une idée géniale et très facile parfois à mettre en œuvre. Tu parlais des blogs, moi je voudrais rebondir là-dessus. En fait, c'est vrai que c'est hyper important pour une start-up d'avoir un blog et de raconter son histoire au quotidien. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait très tôt, avant même qu'il y ait une chargée de communication dans l'entreprise. En fait, les deux fondateurs ont lancé le blog pour raconter comment ils ont monté l'entreprise. Et mine de rien, ça a créé un lien avec la communauté parce qu'il y avait un attachement qui se faisait. Il y avait un peu le côté si vous avez besoin d'un coup de main pour tel ou tel truc, moi je m'y connais en ça, je peux peut-être vous aider. Et c'est vrai que ça. Même maintenant, on le sent, il y a des gens qui continuent à suivre le blog, même si l'entreprise a évolué. Et ça permet aussi de montrer qu'il y a des vrais gens derrière derrière le site du zéro. Il n'y a pas, on n'est pas des robots quand on répond par email ou sur les réseaux sociaux. Il y a des vrais humains derrière et on peut les voir sur le blog. Le blog d'Archiduchesse, il est connu pour ça. Il y a aussi l'autre option, c'est sur un blog de travailler des discours d'experts et apporter du contenu, de l'information, des idées, de la recherche. Et il y a beaucoup de boîtes qui se sont fait connaître comme ça en ayant vraiment un travail fourni et une connaissance. Et puis après, du coup, c'est beaucoup plus facile, surtout pour le B2B, je pense que c'est bien. Ça permet de basculer sur le service et c'est une façon de communiquer pour pas d'argent engagé, mais du temps et du savoir-faire. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose avant de passer à vos questions. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui ont la force d'assister jusqu'à la dernière conf? Oui, pose ta question. Bref, j'avais une question pour Céline. Moi, je trouve ça assez sympa que tu parles du web pour finalement aller faire des campagnes dans le métro et finalement aller à la télé. C'est un peu assez rigolo. Et la question que je me posais, c'est finalement, est-ce que tu as le même ROI sur chacun des trois canaux ou est-ce qu'il y en a un qui marche mieux que l'autre? Enfin bref, c'est quoi ton retour là-dessus? Alors, c'est pas du tout les mêmes ROI. Parfois, c'est pas fait pour les mêmes raisons, avec les mêmes objectifs. La télé est le média le plus rentable. Voilà. C'est le plus cher, mais c'est le plus rentable. Il y a une force de frappe sur la télé qui est monstrueuse parce qu'il y a des émissions. Alors, on fait vraiment plein de types de programmes différents. On fait des trucs très affinitaires, genre La Belle et son prince presque charmant. Je suis devenue une experte en programme télé. On fait des trucs très grand public, type Pékin Express, etc. Donc on varie vraiment dans les typologies, donc c'est pas du tout les mêmes coûts. Mais la télé, pour nous, un média rentable, est très rentable. Et je pense qu'il est rentable parce que on a beaucoup travaillé sur l'optimisation du parcours client du site. On part pas de zéro, donc on avait déjà une base de gens qui nous connaissent. Donc il y a sûrement des gens qui ont créé une cagnotte suite à la diffusion de la pub télé parce qu'ils avaient aussi déjà entendu parler de l'outil ou parce qu'il y a longtemps ils avaient participé à une cagnotte, etc. Donc je pense que c'était le bon moment, c'est les bonnes émissions et c'est le bon parcours client. Et après on a plein de méthodes pour catch up les gens qui vont taper cagnotte sur Google parce qu'ils ont vu la pub télé mais ils se souviennent pas forcément que c'est Litchi, ou voilà plein de choses comme ça pour les récupérer.
La campagne qu'on avait fait dans le métro il y a un an, c'était beaucoup une campagne de notoriété pour nous. On voulait vraiment, moi j'avais la volonté de me positionner comme une marque et pas comme un service web lambda, parce que le jour où j'ai lancé, on était tout seul en Europe. Aujourd'hui, on doit être 50 concurrents, il y en a au moins 5 ou 6 en France. Donc la différenciation, elle se fait à un moment donné sur la qualité du service, mais aussi sur la notoriété de la marque, est-ce qu'on s'en souvient? Et puis après, une fois que tu es client et que tu as tes cagnottes à un endroit, la contrainte d'aller changer de service, elle est beaucoup plus importante. Donc on pensait, enfin en tout cas je pensais que c'était le bon moment pour vraiment travailler la notoriété. Donc voilà, donc on n'a pas du tout les mêmes ROI en fonction des canaux. Ce qui est très difficile parfois à mesurer, c'est que parfois un client il va avoir vu la pub, une bannière de display, puis en fait après il aura fait un urban food. Donc il y a aussi tout le bordel du dernier clic là, qui est très chiant à estimer pour savoir où est-ce qu'on répartit les budgets. Mais nous on ne fait que de la communication qui est, en fait que du marketing héroïste. Et juste de temps à autre, comme le truc de Tétu que j'ai raconté, où on trouve que c'est marrant et que ça nous positionne comme une marque drôle ou un peu audacieuse, là on va prendre le risque d'investir pour de la notoriété. Mais sinon on ne fait jamais, il faut du cash et des clients, quoi. Sinon la start-up elle n'existe pas, c'est le truc le plus dur, c'est avoir des clients, donc voilà, on essaye d'en avoir de plus en plus. J'espère que c'était clair. Bonjour, Jean-Pierre, je suis un ancien entrepreneur dans le consulting et un nouveau dans le net. En fait, on a l'objectif de lancer bientôt une plateforme de matchmaking. Je voudrais, si vous voulez bien, mesdames et messieurs les intervenants, que vous me disiez, ou que vous nous disiez, quelles sont à votre avis les 3 actions prioritaires là, dans les 3 premiers mois pour faire connaître un site de ce type-là sur le web. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour faire connaître donc ce nouveau site auprès de la cible? Qu'est-ce qui est important? Moi, je veux bien essayer de répondre. Des erreurs aussi à éviter, hein, éventuellement. Juste par contre, j'aimerais bien que vous précisiez c'est quoi exactement le matchmaking? Oui, excusez-moi. C'est, j'ai simplifié, mais c'est une plateforme où des clients peuvent trouver des profils de candidats, de consultants et aussi d'entreprises qui les intéressent en fonction de leurs objectifs. Ça répond à votre question? Oui, je pense avoir compris ce que vous voulez faire. La première des choses à faire, je pense que pour vous faire connaître, c'est d'abord essayer faut remplir votre site de contenu. C'est très important déjà de commencer à remplir votre site pour que quand vous allez avoir des visiteurs dessus, il puisse y avoir de la conversion derrière, quoi, tout simplement. Parce qu'un site rempli, ça a toujours plus d'impact qu'un site vide, malheureusement. La deuxième chose, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que si vous avez peut-être des anecdotes à raconter, des conseils à donner à vos clients, à vos prospects, c'est d'essayer dès maintenant de monter un blog, parce que ça va aussi participer, mine de rien, à la constitution de votre image de marque, mais aussi de commencer à vous référencer sur les moteurs de recherche, parce que ça c'est très, très important d'être référencé sur un site quand on a envie d'être connu, quoi. Et puis là, je laisse, pour la troisième chose, je laisse... Ce que tu disais tout à l'heure que vous faites pas mal, c'est justement intervenir sur des blogs, des forums un peu spécialisés, prendre un peu ses marques à ce niveau-là, sans non plus y aller comme un gros bourrin en faisant de la pub sur les forums, parce que ça, on va être... Oui, il faut faire attention, c'est un juste dosage. Mais c'est un moyen aussi de creuser son trou et de commencer à se faire connaître. Alors moi je ferai qu'une chose parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Je me consacrerai pendant que le projet est en train de se finaliser, si je comprends bien, à faire du matchmaking mais sans un site internet, juste
vous connaissez des consultants, vous connaissez des entreprises et vous les placez et vous faites des témoignages des entreprises, des consultants et vous en faites le maximum possible et le jour où vous lancez, vous avez déjà une expertise, vous avez déjà des témoignages, vous avez déjà de la crédibilité parce que c'est ça que les gens vont acheter et vous avez déjà de l'expertise et après ce sera plus facile du coup dans la presse de dire pour le lancement déjà tant de consultants recrutés, tel témoignage, telle entreprise est contente, à re-recruter, etc., etc. Vous devez bâtir une expertise et une marque et voilà, une connaissance. Donc déjà commencer dans la vraie vie, puis après ça marchera très bien dans le site si ça marche dans la vraie vie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Nicolas, Divine Technologies, donc je vais profiter de cette dernière question pour expliquer juste en 2 mots ce qu'on fait. On développe une télécommande intelligente. C'est pour aider les téléspectateurs à zapper intelligemment. Voilà. Bon, donc si ça vous intéresse, j'ai un prototype avec moi, je pourrais vous montrer. Ma question, enfin, c'est pour Amine, c'est juste une remarque, parce que tu parlais du besoin d'animer ta communauté, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème parce que ta communauté, je suppose que donc c'est des clients ou des usagers qui sont tous célibataires, et toi tu as vocation à les rendre plus célibataires, donc a priori ils vont quitter ta communauté, donc comment tu fais? Oui, c'est vrai que c'est une problématique dans un business model comme celui-là. Nous, en fait, si vous voulez, on a l'impératif de tout simplement de nous faire connaître par de nouvelles personnes à chaque fois, tout simplement. Maintenant, une personne qui s'est mariée ou qui a fait des enfants ou qui a fondé une famille sur un site de rencontre, c'est aussi un très très bon moyen de se faire connaître parce que la personne va forcément en parler à d'autres célibataires. Donc nous, c'est pas du tout un inconvénient pour nous de faire trouver l'amour à des gens, c'est même plutôt... ce serait vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire au niveau de la communication. Et puis non, voilà, je pense que rien que pour ça, c'est pas du tout tous les cas dans notre vision des choses. On se dit pas quand un client va trouver l'amour avec Meet Serious, c'est un client perdu. Non, on pense que c'est un client qui en amènera d'autres surtout. Les enfants peut-être. Les enfants, mais il y a aussi avant ça, il y a des amis, voilà, il y a 18 millions de célibataires en France et on en connaît tous autour de nous. Donc si vous dites à votre collègue de bureau que tiens, j'ai trouvé l'amour grâce à ce site-là, peut-être qu'il va se dire finalement c'est un site qui marche. Que lui, vous lui direz, vous lui donnerez votre témoignage, vous lui expliquerez effectivement que c'est un concept différent, qui change de ce qu'on peut entendre dire à la télé ou dans la rue, ou peu importe. Du coup, ça sera un bouche à oreille des plus efficaces, quoi, tout simplement. Merci.